Ok Benoît, bienvenue sur Dual. Merci pour ta présence ce matin avec nous. Pour commencer, je te propose de te présenter et puis de présenter ta carrière, ton parcours professionnel. Ok. Je m'appelle Benoît Vianin, j'ai 44 ans. J'ai commencé ma carrière professionnelle par un CFC de dessinateur de machines à Genève. J'ai fait une maturité intégrée, puisqu'à Genève, en fait, on devait passer des tests en fait, le premier jour de cours pour déterminer notre niveau, puis en fait, on n'avait pas vraiment le choix de faire une matu. Ok. Donc j'ai fait une matu intégrée, ce qui m'a ouvert la porte après de l'école d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur en microtechnique au Locle, Ok. donc dans le canton de Neuchâtel. Et ensuite, en fait, j'ai travaillé dans différentes sociétés liées à l'horlogerie. Et aujourd'hui, en fait, je suis actif en fait dans 3 sociétés, une à La Chaux-de-Fonds, une à Renan et une à Genève. Magnifique. En quelques mots. En quelques mots. Donc voilà, je suis passé vraiment du monde de la microtechnique en fait au monde de l'IT. J'ai toujours eu un pied en fait dans les deux domaines d'activité en fait. Justement, si on revient à tes débuts, à la fin de la scolarité obligatoire, est-ce que tu arrives à nous raconter un peu cette période, comment tu te sentais par rapport justement à ce premier choix professionnel, à la voie qui t'attirait le plus? Est-ce que tu avais de la facilité à l'école ou non? Est-ce que c'était évident de faire cet apprentissage-là, ce CFC-là, et pas un autre? Alors, l'école, ça a été difficile. L'école, ça a été difficile. Je suis dyslexique, donc j'écris très mal toutes les langues. Les profs ont toujours dit à mes parents, s'il fait un CFC, c'est vraiment le max de ce qu'il pourra faire dans sa vie. Voilà. J'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont laissé faire un peu ce que je voulais en fait quand j'étais à la maison. Donc j'ai toujours eu des jouets qui n'étaient pas adaptés à mon âge. J'ai toujours pu je m'entendais beaucoup mieux avec des adultes qu'avec les jeunes de mon âge. Donc très rapidement, j'ai pu aller mettre les doigts dans différentes choses, dans l'informatique, mais aussi en fait dans la construction de machines, parce qu'il y avait un bureau d'études qui était à côté de chez nous, et donc le mercredi après-midi, j'aimais bien aller les voir bricoler. J'ai installé le même logiciel sur mon ordinateur. Ok. Et donc du coup, en fait, finalement, à l'école obligatoire, moi, je savais déjà que je voulais faire de la technique. Je savais déjà que je voulais concevoir des choses, que ce soit des machines ou des logiciels. Et donc, pour moi, ça a été très facile, en fait, au moment de faire un choix, de choisir cet apprentissage de dessinateur de machine. Donc, j'ai pas eu de difficulté de ce côté-là. Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance, en fait, par la liberté qui m'a été offerte par mes parents, et puis par le fait qu'en fait, finalement, je connaissais déjà quasiment ce métier avant de démarrer ma carrière, en fait. Et ta place d'apprentissage, comment tu l'as trouvée? Tu as fait des postulations à plusieurs endroits, tu as fait des stages? Pas du tout. Alors j'ai fait 0 stage, 0 postulation. En fait, le bureau d'études en fait qui était à côté de chez moi était en train de déménager à Genève et m'a proposé en fait une place d'apprentissage. Donc j'ai commencé là. En fait, j'ai fait mes 2 premières années en fait pour ce bureau d'études. Bon là, à Genève, la première année, est full-time école. Ok. Et puis la deuxième, en fait, on a une partie atelier, une partie école. D'accord. Et voilà, donc j'ai fait mes 2 premières années chez eux. Après, en fait, mon contrat d'apprentissage s'est arrêté là. Donc j'ai dû changer d'employeur. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était difficile pour eux en fait de former un apprenti dans un cadre d'une toute petite boîte en fait avec de la sous-traitance. C'était un peu compliqué. Ok. Mais bon, c'est pas grave, c'était une expérience, c'est une somme d'expérience qui est absolument géniale. Donc je suis passé en fait chez Givaudan, qui est une grosse boîte en fait à Genève en fait dans la parfumerie. D'accord. C'est le leader mondial dans la parfumerie et des arômes aujourd'hui. Oui. Donc là j'ai fait en fait ma 3e et ma 4e année chez eux, dont en fait 7 mois à l'extérieur en fait, puisque chez Stryker Trauma, puisque Givaudan c'est des installations chimiques et puis mon métier c'est dessinateur de machines, donc il fallait que je dessine quand même des petites machines en fait que j'aurais en fait à l'examen. Donc je suis parti chez Stryker en fait en stage. Oui. Avec un accord entre Givaudan et Stryker Trauma. Donc au début c'était pour 3 mois, finalement j'en ai fait 7.
Ok. C'était absolument génial. Ok. C'est chaque fois des expériences qui sont super enrichissantes parce qu'on change d'environnement, on change de façon de travailler, on change d'outils de travail, on change de méthodologie, on change de technique de management. Stryker, c'est une boîte suisse et américaine, donc en fait on retrouve du management américain, alors que Givaudan c'est plutôt la boîte industrielle bien suisse en fait. Donc on va vraiment changer d'espace de travail, de méthodologie, et ça c'est super enrichissant dans le cadre d'un apprentissage. Justement, dans les différents endroits où tu as pu faire ton apprentissage, donc tout d'un coup, 2 ans quelque part, après un petit bout ailleurs, 7 mois pour terminer, et puis justement te familiariser avec ce que tu aurais aux examens de l'apprentissage CFC. Qu'est-ce que tu retiens des formateurs que tu as rencontrés ? Quels sont les formateurs ou les formatrices qui t'ont marqué, et qu'est-ce qui a été pour toi des facteurs de réussite aussi de ton CFC par rapport aux formateurs que tu avais ? Je dirais tous les formateurs m'ont appris un truc génial. C'était très intéressant en fait dans la boîte de sous-traitance parce que il y a un certain stress, il y a une notion de rentabilité qui est très importante pour eux. Chez Givaudan, il y avait moins cette notion de rentabilité puisque c'est un grand groupe, donc en fait c'est une grosse structure. Chez Givaudan, il y a un service de formation un service de ressources humaines pour les apprentis. Ouais. Donc il y a un encadrement qui va être effectivement complètement différent, avec des avantages qui sont énormes effectivement. Des activités qui sont organisées pour les apprentis. Enfin, il y a différents corps de métier en fait qui sont formés, donc c'est aussi l'occasion de travailler avec d'autres apprentis qui sont employés de commerce ou laborantins, donc de rencontrer d'autres secteurs d'activité. Et puis chez Stryker, alors c'était marrant parce que finalement un jour le maître d'apprentissage me dit et donc après tu vas faire quoi? Puis je lui dis moi je vais faire technicien. Il y a on peut faire technicien à Genève, c'est facile, 2 ans. Ah non, toi tu vas pas faire technicien, tu vas faire ingénieur. Et il me dit tu iras au Locle en fait, il faut aller voir tel professeur, tu vas visiter l'école, tu verras, c'est génial quoi. Ok. Et donc du coup en fait chaque formateur m'a apporté quelque chose de complètement différent, et je pense que en tout cas moi je les remercie énormément parce que ils m'ont tous apporté quelque chose de fondamental en fait dans la personne que je suis aujourd'hui en fait. Du coup, réussite de ton CFC avec Mathieu intégré. Oui. Et du coup, enchaînement direct avec l'école d'ingénieur, ou bien t'as travaillé entre deux un petit peu? Non, j'ai fini mon CFC, je suis parti, j'ai fait l'armée, et j'ai commencé l'école d'ingénieur avec 2 semaines de retard. Ok. T'as fait l'armée service long en 10 mois, ou t'as gradé? Non, j'ai pas gradé, non. J'ai pas fait ça. J'ai fait l'armée, j'ai fait défense contre aviation à Emmen. Ouais. Donc juste à côté de Lucerne, et j'ai fait mes 3 mois et demi d'école de recrue, et j'ai tout de suite enchaîné avec l'école d'ingénieur. Ok. Et l'école d'ingénieur, alors tu avais une recommandation de se mettre d'apprentissage. Ouais. Est-ce que tu as quand même exploré, peut-être fait des portes ouvertes, mais parce qu'il y a aussi l'école d'ingénieur à Fribourg, à celle aussi à Yverdon. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup c'était évident pour toi d'aller au Locle? Alors ce qui était évident pour moi d'aller au Locle en fait c'est l'intérêt que je portais à certaines filières bien spécifiques en fait, puisque le Locle est spécialisé en fait puisqu'en fait maintenant c'est à Neuchâtel, hein, c'est la Haute École Arc, mais il y avait une très forte compétence au niveau productique, robotique et horlogerie. Et donc vraiment la manipulation de toutes petites pièces, et c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc c'était les seuls à former en fait dans ce créneau-là précis. Donc pour moi à un certain moment, il y avait pas le choix en fait. Je voulais faire ça, donc j'ai été là où les gens faisaient ça. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'était super. Et puis après c'est un changement de vie, hein, parce qu'en fait tu passes de chez tes parents à vivre tout seul, avec une petite étape au milieu qui était vivre en groupe à l'armée, et tu te retrouves du jour au lendemain en fait seul chez toi dans un appart au Locle. En fait ça change un peu ta vie, tu connais personne, c'est pas New York, hein, le Locle non plus, hein.
Non, mais par contre, c'est une région qui est super accueillante. En fait, les gens sont vraiment super sympas. Et puis, il y a une certaine qualité de vie que tu retrouves pas forcément ailleurs, en fait. Justement, parle-nous un peu de cette expérience. On avait rencontré des gens justement qui parlaient plus du campus de Fribourg, où Fribourg, c'est vraiment une ville estudiantine, où il y a une université. Enfin, ça bouge peut-être un peu plus que le local, même si justement, on sait que des écoles, enfin des villages ou des petites villes qui ont des HES, ça anime aussi grandement la vie locale. Parle-nous un peu justement du fait, comment ça se passait là-bas. Tu as été là-bas pendant 2 ans, 3 ans? Ah, moi j'ai fait 5 ans, j'ai fait l'école d'ingénieur à mi-temps. À mi-temps, ok. Ouais, donc tu travaillais à côté? Ouais, en fait, il fallait quand même que je trouve des sous un peu pour financer en partie en fait l'école. Donc en fait, j'ai essayé de trouver des jobs. Ouais. Mais c'est pas facile dans l'horlogerie quand t'as pas des horaires réguliers avec les cours. En fait, c'est vraiment pas simple. Donc j'ai commencé à faire du consulting. Déjà à ce moment-là, en fait. Et c'est en faisant du consulting qu'en fait j'ai payé une grande partie de mes études. Donc ça m'obligeait en fait d'être à temps partiel finalement à l'école. Et puis continuer à être confronté à ce monde professionnel, parce que sincèrement, entre le monde académique et le monde professionnel, c'est 2 univers complètement différents. Je crois qu'ils se rendent pas compte en fait dans les hautes écoles et les universités que c'est pas ce qu'on vit dans la vie professionnelle, quoi. Donc ça me manquait aussi beaucoup trop en fait ce contact professionnel. Donc j'ai fait du consulting. Et puis le gros intérêt à l'époque, c'était que c'était le début du concept de Bullen, donc des formations qui étaient modulaires. Chaque cours était séparé, donc il fallait obtenir tes crédits. Donc en fait, tu pouvais jongler vraiment sur ta formation en disant non, ce cours-là, je le fais pas cette année, je le fais l'année prochaine. Tiens, en fait, il est mercredi après-midi, ça m'arrange pas. Donc en fait, tu pouvais t'inscrire ou te désinscrire des cours assez facilement. Donc ça permettait vraiment une modularité qui était vraiment ultra pratique en fait pour faire ce que je faisais, quoi. Mais donc attends, là donc t'as quoi, t'as 20 ans quand t'arrives au local à peu près? J'ai 20 ans quand j'arrive au local, ouais. Donc t'as 20 ans, t'as fait ton CFC donc sur Genève, t'arrives au local dans un nouveau canton, t'as fait l'armée à côté de Lucerne, et là tu prends le risque de te dire je vais faire mon bachelor à temps partiel en fait, donc en dual, et je vais faire du consulting. Mais où est-ce que tu as retrouvé les ressources à seulement 20 ans et comment tu as réussi à te faire un réseau, en fait, de te dire je vais faire du consulting, mais de quoi, comment, c'est juste incroyable aussi jeune, parce que les consultants aujourd'hui, c'est plutôt les mecs qui ont 50, 60 ans et puis qui sont hyper experts ou spécialisés dans un domaine et puis qui facturent à l'honoraire. Mais quand on a 20 ans, faire du consulting, moi je trouve ça incroyable. Ouais, mais moi j'ai toujours eu cette chance énorme. Déjà en CFC, en fait, pendant le CFC, j'avais trouvé, je bossais dans un théâtre. En plus, pendant les vacances scolaires, puisque la première année j'avais des vacances scolaires, je bossais dans une boîte d'informatique. Donc je me suis toujours construit un réseau. J'ai commencé à faire du web en fait au milieu des années 90, 95, 96. Donc en plus de mon CFC, je savais développer de la page web déjà à ce moment-là. J'ai fait avec un collègue, on a fait le premier intranet technique de Givaudan en 97. Donc j'ai toujours eu en fait plein d'activités, si tu veux. Donc quand je suis arrivé au local, c'était pas un souci finalement pour moi de continuer à avoir des activités externes par rapport à ma formation. Et puis des clients, en fait, c'est un peu le bouche à oreille, tu les trouves dans le train. J'ai trouvé pas mal de clients dans le train. Et puis après, tu te fais un peu connaître, puis tu gagnes en fait quelques mandats par-ci par-là. Ça te permet un peu de vivre. Et puis le coût de la vie au local, en fait, est pas tout à fait le même que le coût de la vie à Lausanne. Oui, c'est clair. Donc voilà, donc ça te permet de te développer en fait. Et puis d'avoir ce contact vraiment avec ce monde professionnel, c'est tellement enrichissant. C'est des défis au quotidien, trouver des nouvelles solutions, répondre à un besoin d'un client. Ça te permet aussi de confronter ce que tu apprends en théorie en cours à une réalité en fait économique. Mais justement, donc tu faisais du consulting qui n'était pas forcément lié aux cours que tu avais à l'école d'ingénieur. Totalement. Ok. Et justement, à ces cours, raconte-nous un peu les matières que tu étudiais à l'école d'ingénieur. Est-ce que tu sentais que ça venait en complément de ce que tu avais vu en CFC? Est-ce que ça te donnait des nouvelles perspectives pour la suite? Comment c'était ces cours? C'était une catastrophe.
C'était sincèrement, c'était pas, c'était. Il y avait des cours qui étaient absolument géniaux. On a eu des profs, c'était des pépites, mais je pense que 80% des cours en fait n'ont servi à rien du tout. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai un titre d'ingénieur, mais voilà, mais c'est un peu ça. J'ai vraiment quelques profs qui nous ont appris vraiment des trucs de fou, et qui sont utiles au quotidien, qui m'apportent vraiment de la valeur. Et puis voilà, mais les cours de maths, d'ailleurs j'ai des petites anecdotes, je pense que mon prof de maths va s'en souvenir. Un jour, en fait, il donnait un super cours de maths avec plein de lettres au tableau, les maths, en fait, les maths d'ingénieur. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis levé, puis je suis parti, puis il me demande où je vais, puis je dis je suis désolé, je venais pour un cours de maths, mais visiblement c'est un cours de français. Moi, j'ai jamais rien compris aux maths, en fait, qu'on a fait à l'école d'ingénieur. Mais rien du tout, mais absolument fondamentalement rien du tout. Et depuis que je suis sorti, j'ai jamais fait de maths en fait de ce type-là, quoi. Ouais, mais aux examens, etc., c'est quand même des modules que tu devais valider. Donc comment tu t'es débrouillé? Bah tu te démerdes en fait. Ok. Mais bon, en même temps, petite question. Quand tu vas chez le médecin, tu as demandé avec combien il est sorti de l'université? Non, c'est vrai. Pas alors. Mais je me dis quand même que si tu comprends... 3,75, c'est suffisant. 3,75, ok. Je suis aussi sorti avec quelques notes aussi un peu limite. Non, mais c'était plus dans le sens que t'as des matières qui, j'ai l'impression, peuvent être apparentées à des matières principales ou importantes, que tout d'un coup de rien piger, que ça peut être tout d'un coup difficile pour les examens, quoi. Ouais, c'est difficile pour les examens, mais bon, tu t'en sors, quoi. Tu sauves les meubles, quoi. Tu sauves les meubles, et puis après, tu te donnes dans des branches, en fait, qui t'apportent vraiment quelque chose. Je pense que j'ai eu des branches de productique robotique avec des professeurs qui étaient absolument géniaux, où on a appris vraiment, non pas de la théorie, mais vraiment, en fait, de penser, de mettre une démarche, en fait, qui t'amène à un résultat. Et ces cours-là, ils ont été, tellement plus enrichissant, tellement plus intéressant et beaucoup plus utile dans ma carrière par la suite que faire des dérivés des intégrales, quoi. Désolé pour mes profs de maths. Donc 5 ans au Locle. Ouais. Tu rentrais quand même le week-end ou bien t'étais full-time au Locle? Au début, oui, après, non. Ok. Et une fois que tu as terminé ton école d'ingénieur avec le bachelor, etc., est-ce que les entreprises, elles viennent à toi? Enfin, c'est des profils qui sont intéressants. Est-ce qu'il y a quand même un côté, comment dire ça, un peu foire des métiers, où vous présentez auprès de certaines entreprises ou certaines industries? Est-ce que c'est facile de trouver du job après? Comment ça s'est fini un peu? Alors, c'était le début de ces events organisés en fait pour pousser les ingénieurs et les entreprises à se rencontrer. Ouais. Après, moi, je suis parti direct, en fait. J'ai commencé, en fait, avec un poste temporaire, en fait, pour faire des plans dans un bureau d'études, en fait, qui faisait du développement de mouvements grandes complications. Ok. Je suis resté chez eux un peu plus d'1 année. Je suis parti après avec un de leurs clients qui a décidé de monter une petite entreprise. On est en 2008. Donc je pars avec ce client, la boîte se plante, il manque la moitié du budget, la boîte fait faillite. Ok. Donc on est fin 2008, 2009, on sait, hein, c'est la crise, les horlogers font plus rien, il y a pas de job là-haut, hein, c'est une région qui est fortement dépendante de l'industrie horlogère. Donc voilà, donc là c'est vrai que tu passes une période qui est un peu difficile en fait. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Enfin, ça arrive. Il faut juste être ouvert, en fait, aux opportunités qui tombent. T'avais quand même tes mandats de consulting toujours un peu à côté. J'avais un peu des trucs à droite à gauche, voilà. Donc, en fait, tu te démerdes un peu, puis tu touches un peu de chômage, donc tu te débrouilles, quoi. Ouais. Mais tu sais qu'en fait, à un moment, 2009, faut serrer les fesses parce que de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Fin 2009, du coup, j'ai 2 propositions de travail qui tombent en même temps. Ok. Dont une qui tombe le 24 décembre. Et ça, c'est absolument génial, quoi, en fait. Parce qu'à la base, je réponds à une annonce sous chiffre. Cherche chef de projet de A à Z. Donc, annonce sous chiffre dans le journal, écrire à Publicitas, sur Glan, quoi. Donc, t'écris. Tu te dis, de toute façon, il faut remplir ton quota pour l'ORP, quoi. Et puis, quelques temps plus tard, on m'appelle, on me fait, bonjour, c'est Société Tissot, voilà, en fait... vous avez répondu à une annonce sous chiffre, est-ce que vous êtes dispo, on peut se voir, donc tu vas les rencontrer, quoi. Ouais. Ça, c'est
j'ai vécu un entretien RH digne d'un film, quoi. C'est une grosse, c'était pas très bien organisé. Enfin voilà, j'ai senti qu'en fait ils étaient pas vraiment organisés ou prêts en fait de ce côté-là. Mais par rapport à quoi? Par rapport au rôle qui était prévu pour toi ou par rapport au processus RH dans sa processus RH okay. En bon français ça c'était Bagdad, quoi. Ok. Mais voilà, je rencontre les gens qui gèrent le département, ça, et je pense que le courant a bien passé. Et quelques temps plus tard, plus de nouvelles. Donc, je dois rappeler les ressources humaines l'après-midi. Enfin, on me dit, ouais, il faut rappeler les ressources humaines si vous êtes intéressé par le poste. Donc, je les rappelle l'après-midi même. Okay. Je dis, ah bon, vous êtes venu pour un entretien? Donc, t'es là, tu fais, ouais, ok, d'accord. Visiblement, vous êtes organisé, quoi. Ok. Et puis, quelques temps plus tard, sur un event, en fait, je croise un copain et puis, je casse un peu du sucre, en fait, sur les RH, quoi, tu vois. Bah, bien sûr. Faut quand même pas se louper, quoi. Donc voilà, donc je casse un peu du sucre, en fait. Il y a une autre personne qui se joint à la discussion, voilà. Lundi matin, j'ai le téléphone qui sonne. Oui, bonjour, c'est Tissot. Vous êtes toujours disponible, on pourrait se voir demain. et puis voilà, puis finalement, j'obtiens ma réponse le 24 décembre. Ok. Et je commence au mois de janvier chez Tissot. Et je vais faire 10 ans chez eux, quasiment. Et c'était quoi l'autre proposition de job? C'était un autre bureau, c'était une autre petite marque horlogère, pas très loin, voilà. Donc Tissot, c'est, je me souviens plus, c'est la chaux de fond, c'est le Locle. C'est aussi au Locle. Ouais, okay. Ouais, ça fait partie du Swatch Group. Oui. Donc c'est une des marques en fait du Swatch Group. Et donc du coup je vais commencer comme product manager junior. Donc tout ce qui est développement produit. Donc de l'analyse de marché jusqu'à 12 mois après la première commercialisation du produit. Et ça, c'était coupable de toute cette partie-là. Donc de briefer les designers, de t'assurer qu'en fait le prix, le positionnement du produit soit en adéquation avec le marché qui est visé, réaliser les prototypes, monter les collections, définir les prix de vente, faire valider ça par la direction, présenter les produits en fait dans les salons comme Baselworld ou dans les events qui sont organisés pour les différents marchés. Ouais. Et je vais faire ça en fait pendant 10 ans, donc c'est super cool en fait. Mais attends, c'est génial. Comment tu te retrouves dans un job comme ça? Alors je sais que tu as fait ingénieur et tout, donc j'imagine que tu as acquis d'autres compétences, mais comme tu le décrivais avant, j'avais l'impression qu'elle était plus liée à la technique, à la mécanique et plutôt à l'industrie que spécifiquement à l'horlogerie. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans un poste qui est presque plus lié au marketing et au développement produit. Enfin, je suis pas sûr qu'on t'avait appris à fixer, à lancer une montre sur le marché et puis à définir un prix. T'apprends, ok. T'apprends, tu prends des baffes puis t'apprends, quoi. C'est ça qui est fun. Mais il y avait une forme dans une entreprise comme Tissot, qui est quand même une grosse, comme tu disais, une grosse marque du Swatch Group. Il y a la place pour un junior comme toi. T'étais accompagné, t'avais quelqu'un qui on était une équipe. Chapeautait. On était une équipe, mais on n'était pas des grandes équipes, contrairement à ce qu'on pense. Personne venait du marketing en fait dans les équipes produits. D'accord. Donc mon collègue direct c'était un ingénieur EPF. Ok. Le responsable du département en fait faisait aussi du développement produit. Donc on était à la base en fait 4 product managers, on va dire, 3 assistantes. Et puis un bureau technique de 3 personnes. Puis Hardigo, on y va, quoi. Ok. Mais c'était génial, tu fais tout. Et raconte-nous justement en 10 ans, t'as dit c'est ça hein? Ouais, quasiment 10 ans, 9 ans et demi. Ça a été quoi les grandes étapes? Ça a été quoi la croissance? Sans nous parler de Baselworld, parce que tu nous expliqueras un peu Baselworld pour ceux qui... moi j'ai connu un Baselworld. Enfin, j'étais chez Blancpain, j'ai fait 6 mois chez Blancpain, qui fait aussi partie du Swatch Group. Donc tu pourras nous expliquer, ça n'existe plus Baselworld maintenant, mais nous expliquer comment c'était, surtout pour... quelqu'un qui était dans ton rôle de lancement produit, parce que c'est là qu'on lance les novelties, les nouveautés et tout. Mais peut-être explique-nous les étapes qu'il y a eu dans une grosse boîte comme Tissot, qui est assez... avec le Swatch Group, il y a un côté assez familial. Oui. Et je trouve que c'est compliqué, comme ça, en ayant vécu ça pendant presque 6 mois,
je me rends compte que c'était compliqué de grandir dans l'entreprise et puis des fois de se développer un peu parce qu'il y a des gens qui sont en place depuis longtemps. Non, mais c'est impossible. Donc c'est soit, j'ai l'impression que les gens, c'était soit ils grattaient leurs freins pendant 2-3 ans et puis ils se tiraient, ou alors il y en avait, ça faisait 15, 20, 25 ans, 30 ans qu'ils étaient dans la boîte, quoi. Ouais. Donc raconte-nous un peu ces 10 ans. T'as tout à fait raison. En fait, c'est moi je disais en fait les jeunes qui venaient qui venaient en fait chez Tissot, je leur disais toujours pour bosser ici, il faut avoir vu le diable s'habiller en Prada. Soit tu fais 2 ans dans la boîte comme Émilie et tu choisis un poste où tu veux. Je crois que c'est plus une école qu'un emploi. Ouais. Soit en fait voilà, c'est faut penser Tissot, faut vivre Tissot, faut te donner à 300% en fait pour que ça évolue, pour que tu puisses rester à ces postes. Après, quand t'es product manager, en fait, à l'époque, on avait une telle influence sur la stratégie de la marque qu'en fait, tu veux viser quoi plus haut? Plus haut, il y a le responsable produit, puis en dessus du responsable produit, il y a le président de Tissot. Ouais. Il y a personne qui a, enfin, moi, j'ai pas l'ambition d'aller remplacer à l'époque un François Thiébaut qui a, c'est quand même un personnage avec tout un vécu, toute une histoire, en fait, une capacité à gérer ses équipes qui est, voilà, on peut aimer ou pas aimer, mais enfin, on a tous vécu des petites histoires assez cocasses, mais c'est une expérience qui est absolument phénoménale, quoi. Quand tu te décides, en fait, un jour de dire, qu'est-ce qu'on prend à balle, qu'est-ce qu'on montre aux journalistes? Ah bah tiens, on va montrer que des pièces bicolores. Ouais, mais on n'en vend pas. Ouais, mais c'est pas grave, on montre que des pièces bicolores. 6 mois plus tard, les ventes bicolores, elles explosent, quoi. T'es là, tu dis, bon, ben voilà, en fait, finalement, ce qu'on fait, ça a une influence, en fait, sur le marché, ça a une influence sur le fonctionnement de la boîte. Donc c'est là que tu te rends compte qu'en fait, on a une responsabilité, quoi. Ouais. Et puis qu'il faut faire gaffe aux jouets qu'on nous a mis entre les mains parce que oui, c'est ce qu'on lance, ce qu'on pense, ce qu'on imagine a un impact qui est relativement fort pour la marque en elle-même, mais aussi pour tout le reste du groupe, puisque finalement, en fait, comme tu le sais, en fait, le Swatch Group produit majoritairement en interne, surtout tout ce qui est mouvement, tout ce qui est glace saphir, etc. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de production derrière qui espère qu'en fait les product managers et les marques en fait vont faire du bon travail, ouais. quoi. Mais ça c'est génial. Puis après bon ben voilà, en fait tu cherches pas forcément à évoluer au sein de la marque, surtout pas un poste comme ça en fait. Justement, quand on parle d'évolution, de formation, etc., est-ce qu'il y a un moment donné pendant ces 9 ans et demi où tu t'es dit waouh, il me manque 2-3 compétences ou 2-3 trucs pour aller plus loin, ou au contraire tu étais un peu dans un cocon, dans un tunnel, et puis tu t'es pas trop posé de questions pendant ces 9 ans et demi par rapport justement à de la formation continue ou quoi? Il te manque toujours des trucs en fait. En fait, plus t'apprends, plus tu te rends compte que tu sais rien, quoi. c'est ça. Puis au quotidien, t'as pas le choix en fait. D'une certaine manière, je veux dire, aujourd'hui, si tu veux avancer, enfin c'est un peu comme ça, quoi. Faut apprendre tous les jours. Le jour où t'arrêtes d'apprendre, c'est que t'es mort, quoi. T'es dépassé, t'es foutu, quoi. C'est fini. Enfin, en tout cas, dans ces métiers, ça évolue vite. Il faut que tu percutes très vite, en fait. Il faut que tu sois en mesure, en fait, de faire évoluer le truc, d'apprendre. Ben, après, formation continue, ben non. Enfin, c'est Swatch Group, quoi. Enfin, faut pas rêver, quoi. Mais justement, comment tu continuais à te challenger personnellement? Est-ce que c'était de la culture générale? Est-ce que tu lisais des bouquins? Est-ce que tu regardais des magazines? Comment tu faisais pour rester connecté, en fait? Tu sais, ce qui est absolument génial, en fait, dans ces grands groupes, c'est que, en fait, à un certain moment, il y a une telle masse de gens que personne ne sait vraiment ce que tu fais. Donc c'est à toi après de te dire ah bah tiens, en fait pour aller plus loin, j'ai besoin de comprendre quelle est la stratégie marketing. Bon bah voilà, en fait je vais voir l'équipe marketing, je vais aller manger avec eux à midi, je vais apprendre en fait ce qu'ils font, je vais voir quels sont leurs besoins en fait à eux. C'est d'aller voir en fait les équipes achats, puis de se dire bah tiens comment on peut bosser ensemble. Et de temps en temps on s'est engueulé, on n'était pas d'accord, voilà, mais en fait c'est en confrontant des idées qu'on a réussi à avancer. Puis en fait oui, il faut que tu sois curieux, il faut que tu sois en permanence en train de te dire qu'est-ce que je peux aller apprendre, comment on rencontrait les marchés, on rencontrait les équipes SAV, etc. Puis d'aller voir en fait quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent
compte, quels sont les retours, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis pas de refaire les mêmes conneries la fois suivante, quoi. Justement, tu parlais avant de baf, de claque. Ça a été quoi tes premières mauvaises expériences ou expériences où tu t'es dit waouh, ok, là je rentre dans un nouveau game et puis ça va être plus dur que ce que je m'imaginais, ou au contraire, ah oui, c'est aussi dur que ce que je le pensais? Bref, je sais pas, je crois que la machine à laver, elle tourne en permanence, quoi. T'as des moments de calme et puis il y a des moments où tu stresses beaucoup, quoi. Puis après, t'as des choses, voilà. La dernière partie de mon expérience chez Tissot, c'est aussi toute la partie monde connecté. Ouais. Là, tu changes aussi d'environnement, dans le sens où tu viens dans un environnement où les objets ont une durée de vie de 3 ans, alors que chez nous, t'essayes plutôt d'avoir une durée de vie de 15-20 ans sur un produit. Ouais. Donc c'est hyper challenging, en fait. Les équipes sont pas prêtes, en fait, à vivre ce changement-là. Elles se comprennent pas. Les méthodologies de travail, elles sont dépassées, parce que tu vois, quand tu développes un produit, je sais pas, chez Blancpain, si tu développes un mouvement en 5 ans ou 10 ans, c'est pas trop grave, quoi. Dans 10 ans, en électronique, tes composants, ils existent Bien plus, sûr. donc en fait, tu dois tout recommencer. Donc, il y a changement de méthodologie de travail, changement des équipes, donc oui, c'est hyper challenging, en fait. Et puis, tu dois aller piocher, en fait, à droite, à gauche, trouver un bouquin, regarder une vidéo, appeler des mecs, trouver des, enfin je sais pas, on a fait des trucs de fou, quoi. On a trouvé des consultants, une grosse boîte de consulting qui est venue nous aider sur le projet. Les mecs, ils sont arrivés avec des méthodologies complètement différentes. On a dû changer toute notre façon de penser, de développer, de travailler, de collaborer. On a dû mettre les équipes ensemble. On a dû apprendre des nouvelles méthodologies. On est passé des méthodologies de gestion de projet waterfall à de l'agile, à du scrum à l'échelle avec Safe. On a de la chance parce qu'on a pu aller chez des partenaires. Faut que t'expliques ce que c'est, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont rien compris de tout ce que tu viens de dire là. C'est toutes des méthodologies de gestion de projet. En fait, Okay. le waterfall, c'est tu définis un cahier des charges, puis partant de là, en fait, on se revoit dans 3 ans avec un produit. Ok. Ouais. Et tu fais surtout pas évoluer le cahier des charges pendant le développement. D'accord. Et puis les méthodes agiles, c'est en fait tu challenges en fait ton cahier des charges quasiment toutes les semaines, quoi. Ouais. Ok. Et donc tu dois ajouter, enlever, modifier, changer de cap, en fait, réorienter le bateau, en fait, un peu en permanence. Tu vois, tu passes un peu du super porte-conteneur au petit voilier, en fait. Ouais. Et pour pouvoir bouger plus vite, en fait, dans un monde qui bouge aussi beaucoup plus vite, en fait, dans l'IT. Donc ouais, on a dû tout remettre à plat, on a dû secouer les équipes, former les gens. Ça prend beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, bien sûr. Puis au bout d'un moment, t'arrêtes, quoi. Parle-nous peut-être, avant de parler de la suite, l'après Tissot, comment c'était Baselworld? Quelle était l'importance de cet événement au sein de la marque? Comment est-ce que vous vous prépariez? À quoi vous deviez faire attention? Et puis surtout, pendant ces... Voilà, alors moi dans mon souvenir, des fois ça durait presque 10 jours parce qu'il y avait le côté préparation, avant, après, la foire, enfin bref. Mais raconte-nous un peu, pour ceux qui ne connaissent pas et puis qui auraient envie de vivre un événement de cette ampleur dans une industrie, parce que c'était the main event, voilà, dans l'industrie horlogère, enfin indé en tout cas. Tout à fait. Donc parle-nous un peu de ça, puisque tu as dû connaître un peu la grande époque, quoi, puis pas plutôt les années sur le déclin, quoi. Si tu veux, c'est pas un événement en termes de business, en fait, c'est pas un événement important, en fait, pour une marque comme Tissot, puisqu'elle fait des lancements, en fait, toute l'année. D'accord. Donc il y a pas, en fait, cette pression de tout lancer à Baselworld, en fait, comme d'autres marques, en fait, le font. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir, Tissot, en fait, à l'époque, c'était 160 pays à travers le monde, 16 000 points de vente. Donc en fait, t'as des gens de presque tous les marchés qui vont se déplacer à Bâle pendant les 10 jours de la foire. Ouais. Et donc le stand Tissot, c'est 3 étages à l'intérieur, en fait, de la halle 1 de Messé Basel.
Et il faut se dire que c'est une cinquantaine, soixantaine de tables de vente avec à chaque fois un pays, des commerciaux, des équipes marketing qui sont là pour recevoir leurs détaillants. Et ça veut dire qu'en fait, il faut qu'ils aient des collections de montres. Donc c'est des milliers de pièces en fait qui sont assemblées uniquement pour Baselworld. C'est une énorme quantité de gens qui sont là en fait et qui sont là pour effectivement pour faire du business pendant 10 jours. Donc ça commence largement avant. Ça commence pour nous, on produit, ça commence quasiment au mois d'octobre, septembre-octobre, où en fait il faut commencer à approvisionner en fait les quantités de pièces qu'on a besoin pour Bâle. Et ça va se dérouler jusqu'à à peu près 2 semaines après Baselworld en fait, où on va vraiment être concentré que sur cet event en fait. Et les journées c'est des grosses journées à rallonge, parce que forcément tous les marchés veulent absolument te rencontrer pour essayer d'avoir des infos, de te transmettre des infos aussi pour influencer en fait la stratégie de la marque par rapport à leurs besoins sur le marché. Donc c'est tous les soirs en fait des journalistes, des marchés avec qui il faut aller manger, il faut rencontrer, il faut échanger, il faut apprendre à les connaître, parce qu'en fait c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de les avoir là à Bâle, c'est l'opportunité de les connaître. On a fait des éditions spéciales en fait pour le Japon parce que le brand manager du Japon était là, puis qu'en échangeant en fait on s'est rendu compte d'un besoin, quelque chose qui pouvait l'aider lui à développer la marque en fait sur son marché. Et donc en fait oui, il y a tout un travail. Donc c'est tous les matins 6h à tous les soirs minuit quoi, pendant 10 jours. Alors moi c'était un peu plus chill. Moi j'étais au RP, aux relations médias, avec la presse et tout, et moi, notre horaire, c'était 8h, 20h, quand même, avec 30 minutes de pause à midi. Alors nous, on avait de la chance, on avait un restaurant. Un super resto, oui. Un resto sur exactement. le stand. Donc on avait 30 minutes pour manger, on avait 2 menus à choix tous les midis. Mais c'était incroyable. Et ce qui est dingue, c'est que t'as le côté fatigue, parce que comme tu le sais, tu vas un petit peu boire des coups après, t'as pas le choix. etc. Donc en fait t'es pourtant moi j'avais fait 7 jours d'affilée à bloc où tu bosses et puis après tu bois encore des coups, tu dors pas beaucoup, et le lendemain tu recommences avec un niveau d'intensité et d'interaction sociale qui était surhumain. Parce qu'en fait, toute la journée, tu causes avec des gens, et le soir, tu causes encore avec des gens, il n'y a pas de pause. Et en fait, je sais pas, je pense que... Alors moi, j'étais à un niveau, tu vois, stagiaire, mais j'ai eu ça au début de mon stage, assez vite. J'avais commencé début février, puis c'était en fait mi-février, donc quelques semaines après. J'étais plongé là-dedans. Mais je pense que pour des gens dont ton rôle, il te fallait plusieurs semaines pour récupérer après, quoi, tellement... Mais t'as pas le choix, mais en fait, tu peux pas. Parce que de toute façon, quand tu reviens, il faut que t'enchaînes, quoi. Faut que t'enchaînes, quoi. Donc voilà, oui, c'est... Oui, il y a un côté surhumain. Enfin, moi, je me plains pas. J'ai adoré ça, parce que finalement, en fait, comme tu le disais avant, en fait, Swatch Group, c'est vraiment un peu une famille. En fait, c'est comme ça que ça fonctionnait, en tout cas à l'époque. Donc, on s'entraidait beaucoup, on se soutenait beaucoup, on s'entendait super bien, en fait, les équipes entre elles. Donc, ça nous aide à tenir effectivement ce genre de période ultra intensive. Après, tu te dis, on a la chance d'avoir vécu des choses que peu de gens ont pu vivre, en fait. Et puis de recevoir des délégations importantes sur les stands, de voir accueillir, de vivre des histoires, d'avoir des contacts avec des clients, avec l'international. Enfin, c'est absolument génial. Puis comme tu disais, au niveau PR, nous on recevait tous les journalistes techniques. Parce qu'il fallait soulager aussi nos équipes PR. Donc tous les journalistes techniques type Ouren Magazine qui vient avec plein de questions super techniques, qui parlent allemand. Donc faut changer de langue, faut essayer de parler d'autres langues, que ce soit de l'anglais ou de l'allemand en fonction des équipes qui sont là. Il y a des journalistes importants qui viennent rencontrer aussi les présidents de marque. Donc qui sont nous on avait le bureau à côté du bureau du président de Tissot, donc ça veut dire aussi que tout soudain tu te retrouves à devoir aller présenter à un journaliste extrêmement important en fait des pièces, donc il y a un stress, puis t'es pas préparé, quoi. Il y a pas d'école pour se former à ça, quoi.
c'est un peu ce que je disais souvent, c'est en fait on te met à côté de la piscine, on t'explique qu'en fait on va te gonfler les manchons, qu'on va t'expliquer comment il faut apprendre à nager, et puis la réalité c'est que 2 secondes avant de te pousser dans le bassin, on te perce les manchons. Puis soit tu nages, soit tu pars quoi. Et c'est tout. Et je pense que c'est vraiment, je pense que Swatch Group c'est vraiment une école en fait de ce côté-là, parce que quand t'as vécu ça, c'est bon quoi. T'as vécu des trucs que tu peux pas revivre ailleurs, parce qu'en fait il y a pas autant de stress. En plus c'est totalement un produit qui est inutile quoi. Enfin je veux dire qu'on soit bien d'accord, j'adore ces produits, mais il y a pas d'utilité à apporter une montre aujourd'hui en fait, mis à part qu'en fait c'est un bijou pour homme, mais voilà, et pourtant on se met une pression, mais comme si on allait sauver la planète quoi. Justement tu parlais de la fin, et puis tout d'un coup peut-être de dire waouh, faut que je sorte de cette de ce carcan, de cette prison dorée un peu, enfin de ce rythme effréné. Qu'est-ce qui t'a fait tout d'un coup partir de Tissot et avoir besoin et vouloir vivre d'autres choses? Et puis comment ça se passe l'après? Est-ce qu'on postule? Est-ce qu'on fait une rupture et puis après on cherche du boulot? Comment ça s'est fait? Alors ça s'est passé... Je peux pas tout expliquer, mais si tu veux, en fait, on a avec ces montres connectées, on a changé de façon de travailler. Oui. Donc il a fallu former les gens, changer de méthodologie, et il y a toute une couche en fait de management intermédiaire qui s'est rendu compte qu'avec ces méthodes, elles avaient plus de place en fait dans la structure. Parce que forcément, contrôler ce que font les autres, c'est pas un job pérenne à long terme. Donc il y a eu à un certain moment en fait un gros lobbying en fait pour que des gens comme moi qui ont imposé ces méthodes, on aille en fait s'occuper de nos méthodes et notre façon de travailler, si possible loin en fait de ce middle management en fait. Puisqu'en fait forcément on est dangereux pour eux quoi. Donc voilà, et puis c'était compliqué parce qu'en fait il y a la marque, mais il y a en fait à l'intérieur du Swatch Group différentes structures. Donc il y a ETA qui fabrique des mouvements, il y a différentes entités en fait du groupe qui doivent travailler ensemble pour délivrer un produit de ce type-là. Et c'est très compliqué de les faire bouger ensemble en fait. Ils ont pas le même rythme, ils ont pas les mêmes visions, et donc du coup à un certain moment voilà, j'étais plus forcément extrêmement le bienvenu dans cette situation. Enfin voilà, donc en discutant avec la direction, on a décidé que j'allais faire autre chose quoi. On va dire ça comme ça. Et puis je pense que ça tombait vraiment bien, parce qu'en fait j'étais complètement épuisé à ce moment-là quoi. Donc à ce moment-là je quitte Tissot en fait un peu abruptement. Et puis là je décide de faire un break quoi. Je suis plat. Je suis épuisé, je suis plat. Je vais faire un break, je vais décider de reprendre ma boîte de consulting en fait, que j'avais créée déjà pendant que j'étais chez Tissot, mais qui était celle qui m'avait financé finalement mes études à l'époque. Donc Synab, qui est la boîte en fait que j'ai montée en fait, date de 2001 en fait, le nom de domaine. En 2013, je crée la SARL, et puis je décide qu'à partir du 1er janvier 2020 en fait c'est mon job à plein temps. Et comme tu le sais, quelques semaines plus tard, c'est Covid. Mauvaise idée. Voilà. Mauvaise idée. Tout s'arrête pendant quasiment une année en fait. Mais voilà. Et puis après, ça part quoi. Ça part gentiment quoi. Mais justement, à l'époque, tu faisais du consulting, mais j'ai l'impression plus dans le web, dans l'informatique, dans plus côté un peu IT. Et là, tout d'un coup, tu continuais à faire dans ces domaines-là, ou bien tu étais du coup plutôt axé horlogerie ou développement produit? Non, Synab a toujours fait en fait de la technologie web. Donc que ce soit donc du encore site un de autre l'ERP. domaine complètement différent de ce que tu faisais chez Tissot. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est un domaine que j'avais commencé déjà en il y a hyper longtemps. 97, donc, tu vois, c'est pas quelque chose que je découvrais quoi. C'était un gros centre d'intérêt que tu avais à côté en fait. Ouais, tout à fait. Et donc du coup voilà, je repars en fait dans ce domaine-là. Je vais faire croître la boîte. En 2022, je vais racheter la société Pixelise avec Viam. Et puis en début d'année, je viens de décider d'investir en fait dans une troisième société en fait à Genève, ça s'appelle Distrimania. Donc toujours en fait dans le monde de l'IT et du web.
Et donc voilà, en fait, tu rebondis, tu fais autre chose, tu fais différemment, tu fais aussi peut-être plus comme tu veux, moins comme on te dit de faire. Ouais. Et puis voilà, puis c'est complètement différent en fait. Même si je garde toujours un grand amour en fait pour l'horlogerie, j'en fais quasiment plus. Je donne de temps en temps quelques conseils à une marque en fait que je connais bien, mais sinon non, je fais plus tellement d'horlogerie en fait actuellement. Ouais. Et c'est comment dire ça, c'est quoi pour toi la suite? Est-ce que t'as envie de croître? Est-ce que vous avez des salariés? Enfin, comment est-ce que... Non, j'ai pas de salariés. Ok. C'est pas l'objectif. Oui. L'objectif, c'est de monter des équipes en fonction des projets des clients. Donc c'est vraiment d'aller dire en fait sur ce projet-là je vais avoir besoin d'un architecte par exemple faire du Kubernetes, donc je vais aller j'ai dans mon réseau en fait des gens qui sont spécialisés dans différents domaines d'activité. Okay. Et puis on va ensemble en fait co-construire l'offre pour notre client. D'accord. Donc ça évite que j'essaye de vendre le truc que je sais faire, mais c'est plutôt l'objectif, c'est de répondre vraiment aux besoins de notre client. Ouais. Avec la meilleure solution. Et ça, je peux le faire parce que justement, en fait, j'ai pas d'équipe en fait qui sont à plein temps chez moi. Et donc ça, c'est chouette parce qu'on peut vraiment aller toucher différentes typologies de clients avec différentes typologies de besoins. Je fais du conseil pur et dur. Je fais aussi du développement. Je peux opérer les services puisqu'en fait, je dispose d'infrastructures en data center. Donc je peux vraiment héberger les solutions qu'on développe. Des fois, on utilise d'autres solutions, d'autres cloud providers, etc. en fonction des besoins vraiment du client. Et je suis pas en fait bloqué dans une chose ou une autre. Après, quel est l'avenir, je sais pas. Je pense qu'il faut. Tu sais, c'est vraiment. J'ai pas de plan. Okay. J'essaye juste d'être ouvert aux opportunités qui tombent et voilà, Distrimania c'est une opportunité, c'est des collègues qui avaient des besoins, ils sont venus me voir par rapport à un besoin, on a trouvé une opportunité, on a répondu à ce besoin, puis aujourd'hui en fait je jump dans la boîte en fait pour essayer de la faire croître. Peut-être que demain, dans quelques semaines, j'ai un rendez-vous pour un autre type de projet. En fait, voilà, peut-être qu'on va jumper là-dessus, peut-être pas. En fait, j'en sais rien, quoi. Justement, ce côté un peu business development, enfin, tu vois, de faire croître une société, enfin, d'arriver plutôt dans le côté, comment dire ça, voilà, conseil d'administration, enfin, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant dans ton profil parce que c'est pas vraiment, ça vient pas forcément de tes études ou même j'ai l'impression de ton expérience, de ta plus grosse expérience professionnelle chez Tissot. Comment est-ce que tout d'un coup t'as eu cette affinité, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup tu t'es dit mais en fait chaque fois que je fais un conseil ça marche bien, je me rends compte qu'en fait je peux donner des conseils sur des choses peut-être qui sortent un peu de mon expertise. Alors j'imagine bien que tu as vécu aussi des choses chez Tissot quand même où tu peux relier l'effet levier, effet, etc. Aujourd'hui, comment tu fonctionnes avec du recul et puis quelles sont les expériences ou les choses qui t'ont peut-être marqué dans ton passé professionnel ou qui te donnent confiance en toi puis qui te donnent ces expertises qui sont très diverses en fait? Et je crois pas que j'ai confiance en moi en fait. Okay. C'est qu'une question, et puis pour le reste c'est qu'une question d'opportunité quoi. Tu vois, je prends le train ce matin pour venir te voir. Je tombe sur 2 personnes dans le train qui enseignent en fait en CFC d'informatique. Ok. Puis on échange, on discute, puis peut-être qu'en fait on fera quelque chose, peut-être qu'on fera rien quoi. Ouais. Moi je suis vraiment. En fait, si j'essayais de faire un plan, ça marcherait pas quoi. Ouais. Donc il y a pas de plan. Ok. Il y a pas de plan. L'idée c'est vraiment d'être ouvert en fait à ce qui arrive quoi. Tu sais jamais. Tu vas au bistrot, tu rencontres quelqu'un, tu tapes la discussion, puis tu découvres qu'il y a une opportunité. Des fois il y a rien, c'est pas grave. Enfin voilà. Mais si j'avais fait un plan, non, j'aurais pas du tout fait la carrière que j'ai fait aujourd'hui quoi. Et donc mais du coup pour moi c'est absolument génial de rester à fond le plus possible ouvert, puis de te dire ah ouais tiens ça me motive, ça me botte quoi. Après je dirais il y a quand même un truc, c'est s'il y a pas de risque c'est pas fun.
Ok. Moi, tu vois, le truc en fait que tu déroules as usual, il y a aucun intérêt pour moi. Ok. Moi, c'est no risk, no fun. Ok. Si en fait on me dit ah non mais ça va pas marcher, ça m'intéresse. Ah non, ça c'est des projets. J'ai fait que ça dans ma carrière en fait. Chaque fois qu'on m'a dit ouais attends c'est un projet, ça merde, en fait tu vas te faire virer. Ah ouais ok d'accord, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça sent le gaz, c'est bon, ça m'intéresse. Il y a sûrement un truc qu'on peut chercher, qu'on peut trouver une façon de s'en sortir, voir comment on peut rebondir, comment on peut en faire quelque chose qui fonctionne. Et je pense que ça, c'est tellement enrichissant, quoi. Mais justement, de temps en temps, ça merde. Justement, par rapport à ça, à ce côté sécurité, parce que quand tu étais chez Tissot, tu avais quand même la sécurité de l'emploi, un salaire, des conditions de travail. C'est presque, le Squash Group, c'est presque étatique, entre guillemets, parce que voilà, au niveau de la LPP, enfin tout ce genre de trucs c'est du délire total. C'est cool, et tout d'un coup tu te retrouves indépendant conscient, donc j'imagine peut-être que tu es salarié de ta SARL, enfin exactement. Ouais. Mais t'as quand même ce truc de dire il faut que je trouve un nouveau projet. T'as jamais eu cette peur de dire j'ai pas de projet pour la suite? C'est toujours arrivé? T'as toujours eu ce flux Non, il y a des fois tu fous rien, quoi. Il y a des fois, tu sais pas avec quoi tu vas manger à la fin du mois, mais bon, enfin, c'est le sport, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'entrepreneuriat, c'est aussi en fait un concept de montagne russe. Enfin, c'est pas ce qu'on voit sur Insta, quoi. Arrêtez, on va pas devenir, on n'est pas digital nomade, on n'est pas sur la plage aux Seychelles tous les jours. Non, il y a des jours ça va pas, il y a des jours c'est la catastrophe, il y a des jours c'est génial. C'est ça aussi la vie d'entrepreneur. Après, je pense que tu parlais du Squash Group, ouais, il y a une caisse de pension de ouf, quoi. C'est franchement un truc hallucinant. De l'autre côté, t'es pas bien payé, quoi. Faut être franc, quoi. T'es exploité, quoi. Faut être très franc. Je pense pas qu'en fait il faut pas aller au Squash Group en fait dans des postes en fait comme ça en espérant te dire que tu vas devenir riche en faisant ça et puis que tu vas avoir une petite vie tranquille. Non, il faut te donner à 200%. C'est ce qui fait la beauté de ce job là aussi. Tu sais que tu seras pas bien payé, ça c'est pas grave, mais c'est une école, quoi. Enfin, je veux dire, on te paye pour venir à l'école, quoi. Tu fais des conneries sur des boîtes en fait qui pèsent dans le game, donc en fait à certains moments faut pas trop espérer non plus, quoi. Mais voilà, mais c'est génial. Puis maintenant tu changes de vie, tu fais autre chose, tu fais différemment. Et puis j'ai quand même l'espoir qu'en fait il y a des boîtes qui décollent puis qui marchent bien, quoi. Après tu choisis tes projets, tu choisis tes batailles, quoi. Ouais. Dernière question, si tu devais donner un conseil au jeune Benoît qui commence son apprentissage, son CFC demain, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est complexe. Je dirais, moi je pense qu'en fait il faudrait qu'il refasse à peu près la même chose, en fait. Et puis qu'il reste autant ouvert que ce qu'il a été, parce que c'est vraiment l'empilement de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres en fait qui font la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Et ça, que ces rencontres aient été bonnes ou mauvaises, en fait, à chaque fois j'ai appris un truc, et je pense que c'est ce qui fait le Benoît que je suis aujourd'hui, en fait. Magnifique. Merci beaucoup pour le partage, en tout cas. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.